Ce qui est fou, c'est que je suis capté, moi, en fait, de A à Z dans le film. Bon, il dure 2h15, un truc comme ça. Et vraiment, j'arrive pas à décrocher mes yeux de l'écran. Je suis à fond du début à la fin, quoi. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre l'autre. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça et toi? Ça va. Retour vers le passé, du coup. Là, pour le coup, c'est la première critique de l'année qu'on fait, qui est pas un film qui est sorti, là, récemment. Donc, on avait fait ça quelques fois, on avait fait ça pour Vice Versa, il me semble, et, pour Joker 1. Godzilla, aussi. Ah, Godzilla, c'était le best-of, toute la saga, je m'en souviens, avec un invité. Et là, on revient sur un petit film qui a pas beaucoup fait parler, hein, vraiment. Attention. Pas du tout. Faut le savoir, quoi. Et tiens, Ista, toi, t'as découvert comment le cinéma coréen, toi, au global? Est-ce que tu t'en souviens, déjà? Je crois que j'ai vu, une des premières choses que j'ai vu du cinéma coréen, c'est le fameux plan de All Boy, avec, dans le couloir, voilà, qui est culte, et voilà, quoi, c'est un des premiers trucs que j'ai vu. La scène de baston filmée de côté, en c'est plan ça, latéral. en plan séquence. En travelling latéral, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, ça avait cassé la gueule à tout le monde dans les années 2000. Mais bon, après, moi aussi, je pense que c'est par Bong Joon-ho ou par Chan-wook. On va dire qui sont les deux cinéastes coréens les plus connus, je pense. Que voilà, j'ai connu le cinéma coréen. Mais c'est marrant parce que je crois le plus vieux souvenir que j'ai, c'est Mother, donc un film de Bong Joon-ho, de celui du réalisateur dont on va parler, qui est pas le film le plus connu de Bong Joon-ho du tout, quoi. Mais je me souviens que j'ai un souvenir très vif d'être tombé dessus sur Canal+, en fait, quand j'étais jeune, donc je devais avoir, je sais pas, 10-11 ans, tu vois, genre vraiment jeune. Et je me souviens, c'est peut-être une des premières fois en tout cas que j'étais confronté au cinéma coréen, et j'étais marqué parce que c'était pas du tout, tu sais, le même cinéma que chez nous, ou même que le cinéma états-unien, qu'on va dire, on va pas se mentir, qui était le cinéma que je regardais le plus. Et parce que c'était une ambiance différente. Déjà, c'était un jeu différent. Bon, je pense que j'avais regardé le film en VF, mais voilà, c'était un jeu qui était totalement différent, un acting qui était différent, mais aussi une histoire qui était un peu différente et qui était, enfin voilà, on va en parler, mais qui n'hésitait pas à changer de genre et on va dire à pas suivre un genre précis et à mélanger plusieurs choses dont j'étais pas habitué. Donc et ça a vraiment été un marqueur pour moi, en fait, Mother, pour le coup. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a fait entrer pas mal dans le cinéma coréen. Et puis après, voilà, évidemment, par Chan-wook, Bong Joon-ho, j'ai suivi leur filmographie. Et voilà, on se retrouve avec Parasite. Il y a Mickey 17 qui sort là, au moment où vous écoutez ce podcast. Donc voilà, on s'est dit ça serait bien de revenir sur Parasite. Bong Joon-ho, toi, c'est quoi le premier film que t'as vu de Bong Joon-ho? Je pense que c'est Snowpiercer, le film américain. C'est un de ces films américains à Hollywood. Hein, enfin, c'est un peu une coprode, je crois. C'est une coprode américano-franco-coréenne. Ouais, il y a du français aussi dedans, je crois, parce que c'est une adaptation d'une bande dessinée française. Donc, ouais, sur le coup, mais voilà. Mais c'est un film que j'avais adoré, hein, moi, à l'époque. J'ai l'impression qu'il avait fait un peu débat, le film, à l'époque. Il divisait un peu. Moi, c'est le souvenir que j'en ai. Je trouve que maintenant, quand même, il est quand même reconnu comme un bon film. Ouais. Je pense que c'est dans la filmo peut-être de Bong Joon-ho qui fait peut-être plus débat, je pense. Mais en vrai, au sein du cinéma américain, je pense qu'il est plutôt aimé. Et c'est vrai que c'était le premier film américain qu'il a fait. Voilà, on sait que la Corée a été très marquée par l'influence des États-Unis, pour le coup, et Bong Joon-ho est très influencé par le cinéma américain aussi, hein. Voilà, Scorsese, il le cite beaucoup. Mais c'est vrai que Snowpiercer, c'est un des premiers films grand public. Bon, il y avait The Host avant, mais je veux dire, en tout cas, qui touchait un public américain et tout ça. Et Snowpiercer, c'est intéressant parce que c'est pas un gros film non plus, c'est un film qui a coûté 40 millions de dollars, quoi, alors que il est vendu, il a vraiment cet aspect blockbuster, quoi, parce que c'est un film de SF, dans un train qui a l'air gros budget avec Captain America dans le rôle principal. Donc voilà, tu sais, il y a un peu ce côté blockbuster, alors que pas du tout, il a coûté 40 millions, voilà, pour le coup. Et Bong Joon-ho, c'est un des cinéastes coréens, en tout cas, par Chan-wook aussi, est parti faire un film aux États-Unis, mais en tout cas, c'est un des mecs qui a quand même réussi à garder à faire un film hollywoodien, mais en gardant ses thématiques et sa patte, quoi. Tu vois, il s'est pas fait bouffer par le système comme beaucoup de cinéastes asiatiques qui sont venus aux États-Unis faire des films et qui, voilà, ont eu une expérience pas trop ouf. Tsuark, par exemple, ou
ou John Woo, voilà, voilà, ils ont mis leurs pattes, mais bon, ça a été des expériences plus ou Il y en moins a qui réussies, avait fait un film avec Schwarzy là, mais je crois que c'était pas ouf aussi. C'est pas Park Chan-wook, je sais plus, c'est pas Park Chan-wook. Non, Park Chan-wook, il a pas fait de film. Il y en a, non, c'était celui qui avait fait Le Bon, la Brute et le. Oui, Kim Ji-woon, oui, c'est ça. C'est ça, Kim Ji-woon, ouais, c'est ça. Mais je savais pas qu'il avait fait un film avec Schwarzy. Et enfin bref, il y a pas une vague quand même de cinéastes coréens qui sont allés aux États-Unis. Bong Joon-ho, t'as vu pas mal de ses films? T'as vu combien de ses films? Je sais pas combien t'as vu de ses films. J'ai pas tout vu. Jaws, je l'ai pas vu, mais j'ai vu Mother, je l'ai pas vu non plus. Mais j'ai vu Memories of Murder, j'ai vu en fait tous les derniers après Snowpiercer, je crois que je les ai vus sur le coup, Okja. Parasite, ouais. Ok. En gros, il te manque le milieu à peu près, quoi. C'est ça, ouais. Bon, en gros, il te manque The Host, Mother et son premier film, Barking Dog. Mais bon, Barking Dog, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. En vrai, c'est un film plutôt, voilà, restreint. Mais t'as vu Memories of Murder, quand même. Ça, je savais pas. Ouais. Bah, c'est un de mes thrillers préférés, là, pour le coup. Memories of Murder, vraiment, ah ouais, vraiment, ça m'avait scotché, quoi. Mais bon, Bong Joon-ho, c'est un mec, on va dire, qui vient de ce qu'on appelle la nouvelle vague coréenne. Voilà, donc, qui s'est fait dans les années fin 90, début 2000, voilà, avec son comparse Park Chan-wook, notamment, voilà, c'est les cinéastes les plus connus de ce mouvement-là, où, voilà, ils ont réinsufflé, le cinéma coréen qui était un peu au point mort, parce qu'il y avait une genre de dictature en Corée, voilà, qui était pas trop pro cinéma, mais du coup, après la fin de cette dictature, en tout cas, ils ont voulu réinjecter le cinéma coréen, et d'ailleurs, le système coréen s'inspire beaucoup du système français, le système français qui est critiqué par beaucoup, en tout cas, pas mal de gens qui s'y connaissent très peu et qui critiquent le CNC et tout, mais le cinéma coréen s'est inspiré de notre système pour produire leurs propres films. Et voilà, Bong Joon-ho, c'est quelqu'un qui est très connu pour traiter de certaines thématiques, la lutte des classes, évidemment, je pense, mais aussi de certaines thématiques environnementales. Mais oui, la lutte des classes, c'est vraiment ce qui est prégnant chez lui, hein. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours un personnage principal qui est un opprimé, voilà. Et j'aime beaucoup aussi la tendresse qu'il a pour ses personnages, enfin, tous ces personnages vraiment, c'est-à-dire que je sens pas qu'il a du mépris pour un personnage en particulier, même les gens qui critiquent, hein, etc. Mais ce que j'aime bien vraiment chez lui, c'est que c'est pas manichéen du tout. C'est-à-dire qu'il y a pas de méchants et de gentils. Il y a des gens qui agissent en fonction de leur classe sociale, voilà. Et il a plus de tendresse peut-être sur certains personnages, hein, voilà. Il focus, enfin, on suit principalement des personnages pauvres, mais il va pas te dire que le riche est le méchant, quoi. En tout cas, il les caractérise pas vraiment comme ça. Et c'est ça qui est intéressant dans son cinéma, que ce soit dans Memories of Murder, dans Snowpiercer même à la fin, où il y a tout ce discours avec Ed Harris à la fin du film. Je vais pas spoiler, mais voilà, il y a un truc assez intéressant qui se joue là. Et évidemment, la manière dont plusieurs genres et tons traversent ces films, quoi. Parce que voilà, c'est un mec qui vient de la comédie. Donc son premier film, c'est une comédie, Barking Dog. Mais déjà là, dans Barking Dog, on retrouve ce moment où on va dire le personnage, enfin les personnages vont se retrouver dans un autre genre de film, quoi. Où tu sais, on va basculer un peu dans le thriller, dans le film d'horreur. Il y a déjà ce truc là, quoi, qui est un truc que moi j'ai appris avec le cinéma coréen, et c'est un truc qui fait beaucoup dans ces films et dans le film dont on va traiter aujourd'hui, Parasite, quoi. Oui, complètement. Mais c'est vraiment hyper bien maîtrisé. Tu vois, c'est-à-dire que il change de genre et de ton, mais les tons et les genres qui se superposent, c'est-à-dire la comédie qui est très présente dans tous ces films, même les films les plus noirs, Memories of Murder et tout ça, ça ne nuit jamais à la tension, au thriller. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est ça, t'as l'impression que tous les tons, tous les genres qui s'imbriquent de manière hyper organique et fluide, quoi, en fait, dans son film, quoi. Et dans Parasite encore plus. Enfin, j'ai vraiment l'impression que là, il est arrivé à un niveau de maîtrise assez fou, quoi. Et je pense que c'est cette volonté de Bong Joon-ho de pas rentrer dans une case, en fait. Il arrive toujours, en fait, à me surprendre, à détourner nos attentes, en fait, de spectateurs. C'est-à-dire que à chaque fois que je rentre dans un film, je suis captivé assez rapidement. Et en fait, je ne sais jamais vers là où il va me mener. À chaque fois, quoi. Et vraiment, ça, je trouve, c'est assez fort, quoi, qu'il arrive toujours à se renouveler. Et j'espère être encore surpris avec Mickey 17 qui va m'emmener dans des endroits que j'attends pas. Et voilà, après, je sais que c'est un cinéma je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, par exemple, le cinéma symbolique. Et alors, lui, vraiment, en même temps, le cinéma coréen est aussi marqué beaucoup par des symboles, et lui, vraiment, il fait beaucoup de plans symboliques, de plans hyper marquants, hyper efficaces, voilà, mais très symboliques. Donc, je pense que ça peut être quelque chose qui repousse, mais moi, en tout cas, c'est quelque chose en tout cas, je trouve qu'il fait très bien, et c'est quelque chose qui me marque souvent, quoi. J'ai beaucoup de plans en tête de la filmo de Bong Joon-ho qui me reste en tête, quoi. Ouais, non, mais j'aime bien aussi, c'est vrai que oui, t'as tout dit, hein, de toute façon, effectivement, il y a beaucoup de symbolisme et tout, le côté social, etc., mais on va en parler après. N'importe qui a vu, Memories of Murder se souvient du plan de fin, voilà, sur le visage de quelqu'un, et voilà, c'est des images qui te marquent. Bon, on se retrouve avec Parasite, événement mondial, tu peux un petit peu récapituler tout ce qu'il a
ce qui a accompagné la sortie du film, quand même, Ista. Ouais, alors Parasite, il a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2019, où il a remporté la Palme d'Or à l'unanimité du jury. Il est le premier film sud-coréen à obtenir cette récompense. Parmi ces nombreuses récompenses figurent 4 prix de premier plan lors de la 92e cérémonie des Oscars. Il a gagné meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleur film international. Parasite devient ainsi le premier film sud-coréen et plus largement le premier film non anglophone à remporter l'Oscar du meilleur film. Il est aussi l'un des 3 films à avoir remporté à la fois la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film, une première en plus de 60 ans. Ouais, c'était assez fou. Je sais pas si tu te souviens de la sortie du film, les gens qui en parlaient. Enfin, juste la sortie en salle, déjà c'était la folie. T'avais l'impression que bon, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont découvert le cinéma coréen avec ce film-là, hein, je pense. Et en plus, je pense que c'est un peu le résultat aussi de la Corée qui a commencé à s'exporter un peu partout, je pense à la K-pop, mais aussi à tous les dramas coréens qu'on publiait sur Netflix, etc. Je pense que voilà, c'est à partir vraiment cette période-là, elle était un peu goldée pour la Corée, et ça a vraiment permis de faire découvrir au monde la Corée, le cinéma, la culture coréenne, tout simplement, quoi. Ouais, clairement. Ouais, je pense qu'il y a un lien, clairement, comme t'as dit. Et je pense que c'était les Oscars les plus mérités qu'on ait vus depuis longtemps. Aussi, en 2019, quand il a tout gagné, j'étais en live, voilà. Quand j'avais vu ça, j'étais choqué, j'étais trop content pour le film. Et voilà, quoi. On est heureux pour le film. Petit budget, en plus, budget de 11,4 millions, je crois. Il en a rapporté, d'entre 200 et 300 millions dans le monde, donc voilà, succès global, ce qui lui a donné les portes un petit peu d'Hollywood. Bon, même s'il avait déjà fait 2 films hollywoodiens, à savoir Snowpiercer qui était une coprode, mais Okja qui était un film, mais voilà, qui était financé par Netflix, parce que faut pas déconner, ils vont pas financer ça pour sortir en salle, hein, faut pas déconner. Mais c'est vrai que ce film Parasite, ça lui a donné les clés pour faire Mickey 17, quoi, financé par Warner Bros, un film à 150-200 millions de dollars, et on verra ce que ça donne. Ouais, sur le coup, ça doit être son plus gros budget, hein, Mickey 17. Oh bah oui, largement, là, aucun débat, quoi. Enfin, Okja, il a dû coûter un peu cher, mais bon, je préfère prendre Netflix, quoi. Sauf que moi, je me rappelle que j'avais quand même il était pas dans le cinéma près de chez moi, j'avais quand même dû le voir dans un autre ciné, voilà, mais après ils l'ont ressorti sur le coup, je crois, avec une VF sur le coup, et ça, là, ils l'ont sorti après les Oscars, et ils l'ont mis dans beaucoup plus de salles, etc., parce que il y avait un énorme succès, Le buzz était complet, quoi. Voilà, il y avait un buzz complet. Après, il y avait les Américains qui étaient pas contents parce que ils avaient pas ils devaient lire des sous-titres. Donc bon, ça c'était un autre débat, mais c'était assez drôle à voir. Oui, bon après, voilà. Le manque de culture de certains, voilà, je vais pas être méprisant, voilà. Et on se souvient Donald Trump qui avait fait un discours aussi, qui avait dit c'est quoi encore cette histoire d'un film coréen qui gagne aux Oscars, c'est quoi cette connerie, enfin bref, voilà, d'accord, c'est bien. Bon voilà, bref. on reconnaît, voilà. Bon, je te propose d'attaquer le film parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand même. Ouais, on peut y aller. Et c'est parti. La famille de Ki-taek est au chômage et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les Park. C'est le début d'un engrenage incontrôlable dont personne ne sortira véritablement indemne. On va spoiler, hein, évidemment, mais on sait, enfin, je pense que tout le monde qui écoute ce podcast a vu le film. Voilà, la famille qui est de Ki-taek va s'infiltrer dans cette famille, et au milieu du film, il va y avoir un changement de ton brutal. On rentre dans le thriller et on retrouve qu'il y a une famille encore plus pauvre, enfin, il y a une personne encore plus pauvre qui est dans les bas-fonds un peu de cette famille, et ça va partir en thriller et en tuerie un petit peu à la fin, entre les pauvres et aussi les riches, et voilà. On retrouve Song Kang-ho, voilà l'acteur, un des acteurs fétiches de Bong Joon-ho, Jang Hye-chin, Cho Woo-sik, Park So-dam, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jung, Jung Si-zo et Jung Hyo-jun. Voilà, je suis désolé pour la prononciation, mais voilà, les noms coréens, j'ai pas vraiment l'habitude d'en parler. Voilà, Ista, t'avais découvert le film il y a 6 ans maintenant. Voilà, je vais te poser la traditionnelle question, tu la connais. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement du film? Mais bon, t'as pas besoin de faire rapidement et sommairement, puisque là on a un film voilà, qui est déjà sorti depuis longtemps. Est-ce que tu te souviens de la première fois que t'as vu le film, comment tu l'as ressenti, et comment c'est repasser ton revisionnage, hein, tout simplement? Je me rappelle qu'il y avait un énorme mystère autour du film et que tout le monde disait ne vous faites pas spoiler, machin. En plus l'affiche on comprenait pas trop, avec les points noirs sur les yeux des personnages et tout. Et je me souviens que j'avais été le voir en me disant je sais pas ce que je vais voir en fait, sans le coup du tout.
Et ouais, bah c'était une très bonne, c'était une bonne surprise quoi sur le coup, parce que en plus ouais, tu te demandes qu'est-ce qui se passe au début pendant 1 heure, c'est de la comédie quoi, c'est un peu drôle et tout. Et bon, tu comprends pourquoi le film il s'appelle Parasite. En fait, il y a plusieurs interprétations dans le film, mais au début c'est genre les pauvres qui s'infiltrent dans la maison des riches, c'est genre eux les parasites quoi. Mais après c'est autre chose quoi sur le coup. Et ouais, il y a comme t'as dit, il y a un changement de ton comme il fait beaucoup. Pour le coup, ça part vers du thriller etc. Et, tout le long c'est pas mal parce que c'est drôle quand ça fait de la comédie, quand ça fait du thriller ça marche bien, enfin tout marche bien quoi sur le coup. Les acteurs sont top. Est-ce que t'as eu peut-être à ton revisionnage, est-ce que t'as eu le même sentiment que tu te souvenais il y a 6 ans ou pas du tout? Bah là je me suis plus posé des questions sur le coup, je pense. Il y a un recul sur le film dû aux 6 ans qui est passé, ouais. Ouais, parce que après je me souvenais plus de tout ce qui se passait et tout, je me souvenais de certains trucs et tout. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu sur le coup. Et, non mais c'était bien de le revoir quand même. C'était bien. C'est un bon film. Il méritait l'Oscar cette année-là. Ouais, bah moi je l'ai revu là parce que j'ai le Blu-ray chez moi et bon, je crois que c'est la 5e fois, je sais pas combien de fois que je le revois. Ah ouais. Ouais, bah enfin après ça fait 6 ans qu'il est sorti. En oui, vrai, ça va encore. Ça fait un par an quoi. Après, t'as pas l'impression que ça fait si longtemps. quand tu, j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps. Mais bon. Ouais, pareil. Tout ce qui est après le Covid n'existe pas. J'ai l'impression. Mais ouais, enfin, chaque fois que je le revois, j'ai le même sentiment, en fait. Mais ce qui est fou, c'est que je suis capté, moi, en fait, de A à Z dans le film. Bon, il dure 2h15, un truc comme ça. Et vraiment, j'arrive pas à décrocher mes yeux de l'écran, quoi. Je suis vraiment, je suis à fond du début à la fin, quoi. Et moi, j'avais adoré dès le début, enfin, dès que le film est sorti. Moi, il y a aucun film de Bong Joon-ho que j'aime pas. Voilà, il y a des films que j'aime moins, pour le coup. Et là, j'en ai revu pas mal, pour le coup. Et j'en ai revu à la hausse, Snowpiercer, j'ai revu à la hausse. Okja, un peu à la hausse, même si c'est quand même pas le film que je préfère de lui, voilà. Mais je trouve qu'il a fait que des bons films. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ce film-là, qui est peut-être mon 2e ou 3e préféré, ça se bat avec Mother, je pense. Bon, Memories of Murder, pour moi, c'est le top du top. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment un film, ce qu'on appelle un film somme chez Bong Joon-ho. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu le mélange d'un peu de tous ces films, comme si tous ces films avant l'ont mené à Parasite. Ouais. Voilà, ça veut pas dire que c'est le meilleur film, hein, mais ça veut dire que j'ai l'impression de retrouver un peu tout son cinéma d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce mélange film de divertissement, comme il a pu le faire aux États-Unis, et en même temps film contemplatif. J'ai l'impression que c'est un peu le mélange des deux, en fait, de ces deux cinémas, enfin voilà, le cinéma américain et le cinéma coréen, purement coréen, qui sont mélangés pour faire ce film. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je trouve qu'il les maîtrise, mais tous parfaitement, quoi. Toute la première, la deuxième, enfin, tous s'embriquent parfaitement, et on va le voir plus tard, mais il y a tellement d'éléments qui ont leur réponse plus tard, mais de manière introduite hyper intelligemment, et la mise en scène est vraiment incroyable, parce que tu l'as dit, ça commence comme une genre de comédie d'infiltration, d'arnaque, quoi, en fait. Pour le coup, et pendant 1 heure, c'est ça, quoi. Mais pendant 1 heure, c'est-à-dire que si le film c'était 1 heure de ça, mais ce serait déjà incroyable. C'est déjà pas mal, ouais. Ouais, en fait, ce serait déjà fou, quoi, parce que c'est une comédie, mais qui est hyper bien menée. Et c'est-à-dire que moi, comme j'ai dit, je ne m'ennuie pas une seule seconde dans le film. C'est-à-dire que, mais déjà, le film est assez drôle, quoi. Vraiment, moi, il y a ce personnage de la mère riche, en fait, ouais. La mère riche que je trouve hyper drôle, quoi, en fait. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'elle est neuneu, elle est ultra naïve, quoi. C'est ça, mais elle est dans une naïveté de riche qui est un peu caricatural, voilà, mais en même temps pas tant que ça, en fait. Je trouve qu'il arrive à capter quelque chose de la naïveté des riches, en fait, dû à leur statut social, en fait, de riches, qui en fait arrivent pas à voir vraiment les pauvres, en fait. Ils sont complètement déconnectés, en fait, et c'est ça qui permet d'ailleurs aux pauvres de les berner, c'est qu'en fait ils sont complètement déconnectés et naïfs, quoi. Vraiment, et c'est par la mère d'ailleurs que beaucoup des membres de la famille s'infiltrent, parce que bon, elle est un peu, voilà, elle est pas très réactive, quoi, on va dire, elle est pas très voilà, quoi. Et pour le coup, le film est hyper bien réalisé, hyper bien monté, quoi. Ah oui, tout le long, oui. Cordo, je pense à une séquence, par exemple la séquence où ils vont faire passer la gouvernante pour atteinte de tuberculose. Ah oui. Il y a ce montage, en fait, qui fait des va-et-vient avec la préparation, en fait, où ils sont chez eux et ils lisent un texte, et en fait le genre de payoff, et en fait t'as des alternances entre le texte qui se lise entre eux et qui va réciter, et en même temps la réponse voilà, du parc du père, et en même temps voilà, il y a cette alternance et cette science du montage qui fonctionne hyper bien, et couplé avec une musique aussi. La musique est superbe du film.
je sais plus elle est composée par qui, mais voilà, et couplé tout ça, c'est hyper divertissement, quoi, pour le coup, quoi. Ouais, ça marche super bien. Oui, je vois la scène dont tu parles et c'est vrai que ça marche très bien. C'est très bien monté. En plus, on voit aussi à un moment il y a ça suite sur la maison, sur la gouvernante, mais il y a aussi la fille de la famille qui avec la pêche et tout. Enfin voilà, il y a tout un plan stratégème aussi, de fou là. Le plan avec la pêche et tout, c'est super ça aussi. Mais d'ailleurs, il y a tout un rapport avec la nourriture dans le film, hein, vraiment qui est assez prégnant. Tu vois la famille riche qui a toutes ces nourritures bien faites, bien rangées, et eux, voilà, ils mangent au début du film. D'ailleurs, on voit une genre d'ascension sociale à travers la nourriture. J'avais lu, je sais plus qui j'ai vu en parler. Ouais, parce qu'ils font des pizzas au début, ils font des boîtes de pizza. Ils font des boîtes de pizza, mais ils consomment pas de pizza. Ils consomment vraiment des produits hyper cheap pour le coup. Mais plus ils avancent dans le film, au bout d'un moment dans le film où ils ont réussi à avoir un salaire et tous, ils mangent dans la pizzeria. Littéralement, tu vois, alors que oui, c'est vrai, ils pouvaient pas se l'offrir et tout. Il y a vraiment, et jusqu'à la fameuse scène au milieu du film où ils mangent carrément chez les riches, la nourriture de riches. Enfin voilà quoi, tu vois, pour le coup. Et d'ailleurs, il y a même un truc, ça c'est de l'ironie pure, où la fille mange ce qu'elle pense être du bacon, du bœuf séché ou quoi, et en fait c'est de la nourriture pour chien. Je pense que voilà, il y a tout un travail là-dessus. Et vraiment, il y a tout un rapport avec la nourriture qui est hyper intéressante. Mais vraiment, faut parler aussi du milieu du film. Pile au milieu du film, j'ai regardé, hein, vraiment. La famille mange et se marre en vrai dans le salon riche, et là vraiment il y a le ding-dong de la sonnette qui arrive, et là il y a l'ancienne gouvernante qui débarque, et là il y a une rupture de ton qui se prépare. Ah oui. Et tu sais, quand tu vois le film, je me souviens de la première fois, il y a ce moment qui arrive où elle sonne et elle a le visage un peu boursouflé, parce qu'elle est allergique à la pêche, et du coup ça lui a fait et il y a une ambiance bizarre qui commence à s'installer, quoi. Et vraiment cette manière de changer de ton, vraiment moi m'avait marqué au cinéma, quoi. Parce qu'on vire vraiment au thriller en un plan, quoi. En un plan, c'est le moment où elle ouvre la porte. Il y a la musique qui change aussi. Ah, complètement. Au bout d'un moment, il y a plus de musique, et puis après il y a une musique un peu spéciale qui s'enclenche, et il y a ce moment un peu drôle où elle essaye de pousser l'étagère qu'elle arrive pas à pousser. Tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui, tu poses la question, mais elle est complètement folle, et elle l'aide, et là t'as ce trou qui mène littéralement vers le bas, et là il y a tout un rapport avec la verticalité dont on reviendra dans le film, parce que ça aussi c'est très important, où en un plan on rentre avec je crois que c'est le père, de toute façon c'est son Kang-ho, ou je sais plus qui c'est qui rentre dans le trou en premier. Bref, en un plan on a un long non, je crois que c'est la mère, c'est la mère, oui, c'est la mère, oui, c'est ça, qui puisque c'est la seule qui est censée être là de toute façon, et en un plan on suit la mère et l'ancienne gouvernante qui descend et qui descend dans cette cave, et enfin on descend dans des tréfonds, quoi, littéralement dans les tréfonds de la famille Park, quoi, dans ceux qui voient pas, quoi. Et la tension à ce moment-là elle est hyper bien gérée. Et ouais, moi j'étais vraiment tendu du bout en bout jusqu'à la fin, après ce moment-là, quoi. Ouais, clairement, là ouais, t'es à fond dedans sur le coup, et tu te dis qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a après c'est un bunker elle dit, hein, c'est un bunker de riches, quoi. Parce qu'ils ont souvent, les riches ils ont souvent ça dans toutes les maisons, ils ont des bunkers, quoi. Surtout qu'il y a un contexte, c'est que en Corée, il y avait il y avait le conflit Corée-Nord, Corée du Sud, et il y a beaucoup de maisons avec des bunkers qui ont été créés à ce moment-là, parce que ils avaient peur de la guerre avec la Corée du Nord. Enfin voilà, c'était un contexte très particulier. Du coup, il y a beaucoup de maisons de riches, surtout, qui ont des bunkers comme ça chez eux, en fait. Donc c'est vraiment un truc très fort culturellement en Corée, ce truc-là. Mais c'est marrant, parce que est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien, parce que là, tu sais, le bunker c'est en sous-sol, et je me dis eux ils vivent en sous-sol. Ah ben complètement. Je veux dire, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a tout un rapport de verticalité dans le film, c'est-à-dire que les riches sont en haut et les pauvres en bas, et toute la mise en scène est gérée par ça, quoi. Et là c'est vraiment c'est marrant, parce que c'est vraiment les pauvres qu'on cache et qui sont rejetés de la société par les riches, quoi. C'est vraiment les pauvres qu'on veut pas voir, quoi. Ils sont vraiment littéralement cachés en dessous de la maison des riches, quoi. Vraiment dans la cave, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Ah, complètement. Mais d'ailleurs j'adore cette maison, quoi, parce que cette maison elle était vraiment, parce que Bong Joon-ho, on sait qu'il a tout storyboardé, il a avec son chef décorateur tout pensé pour que cette maison ressemble vraiment à ça, et il a vraiment réussi à rendre cette maison vivante, quoi. Et c'était hyper important, je pense, parce que c'est le lieu principal de cette villa, quoi. Mais elle est hyper bien présentée, cartographiée, quoi. C'est vraiment millimétré comme travail, quoi. C'est vrai que sur le coup, je peux peut-être la dessiner, là, en ayant vu le film, je pourrais peut-être la dessiner, tu vois, sur le coup. Ouais. Ah, mais complètement, tu vois, tu peux la dessiner, tu peux dessiner sous-sol, le jardin, tu sais, tu peux tout dessiner complètement, quoi. Et surtout que cette maison, elle a été vraiment par cartographier pour
Bong Joon-ho place sa caméra pile aux endroits où il veut, quoi. C'est-à-dire que les personnages sont hyper bien placés dans le cadre. Et ça, c'est un des trucs que Bong Joon-ho il aime beaucoup faire, c'est placer plein de persos dans le cadre, voilà, beaucoup de personnages dans un même cadre pour pouvoir les séparer, enfin en tout cas pour pouvoir les placer intelligemment dans le cadre et faire du symbolisme souvent. Et ici il les place les personnages en fonction de leur manière, de leur classe sociale, quoi. Par exemple, je me souviens de ce plan où on a un espèce d'escalier en fait qui mène vers le haut et on va dire que la caméra elle est 3/4 remplie par cet escalier et sur le côté droit de l'image, on a un des personnages, je sais plus quel personnage pauvre, et on a les riches qui montent dans cet escalier. Enfin voilà, c'est vraiment du symbolisme et on a que ça en fait à chaque fois dans la mise en scène, quoi. Et évidemment cette maison elle est en contraste avec la maison des pauvres qui est bon je pense voilà la maison des pauvres mais vraiment pauvres là pour voilà, je me suis demandé quand même alors qu'ils ont du fric, pourquoi ils sont pas déménagés, tu vois, je me suis demandé, mais après pour le coup ils touchent du fric et tout un peu, mais je pense que ça se passe sur un délai très court. Ouais, je crois c'est aussi. Pas c'est pas voilà, ça se passe pas tout de suite, quoi. C'est vraiment, je crois que c'est un été ou quoi, enfin vraiment c'est vraiment très très court, quoi, pour le coup. Mais c'est vrai que cette maison aussi des pauvres, elle est beaucoup plus petite évidemment, mais tout est resserré, il y a pas de place, quoi, dans cette maison. T'as l'impression, enfin t'as des affaires partout en fait, parce que ils ont pas de quoi ranger ou quoi, ils ont vraiment, tout est petit, quoi. Il y a pas beaucoup de lumière qui rentre. Il y a que cette petite fenêtre où ils voient de l'extérieur avec des barreaux, d'ailleurs. Bon là, la symbolique, comme s'ils étaient presque en prison, quoi, où tout est encombré, et qui fait vraiment un contraste avec la famille riche qui, elle, a une baie vitrée, je peux te dire, énorme de famille riche. D'ailleurs, la maison fait beaucoup penser aux familles. Ça fait pas très maison coréenne, ça fait plus maison occidentale. D'ailleurs, riche occidentale. Voilà, même il y a tout un rapport d'ailleurs avec les Américains. Bon, on sait que la Corée est très liée aux États-Unis, mais il me semble que la mère de famille parle d'un objet de l'enfant et dit t'inquiète pas, c'est américain, donc du coup c'est forcément c'est de classe supérieure. Il y a ce rapport là aussi, parce que bon, l'occidentalisation de la Corée a beaucoup été critiquée par Bong Joon-ho dans Dios par exemple ou quoi, et bon, enfin bref, là c'était une petite digression, mais voilà, on a cette lumière par exemple avec cette grosse baie vitrée dans cette grosse maison où on a littéralement un jardin, quoi, vraiment de la nature, quoi, et de la lumière du soleil qui traverse cette maison, quoi. Alors contrairement à la famille pauvre qui, elle, a une vieille rue où les gens viennent pisser, quoi, ouais, au niveau de leur truc, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que la famille riche, elle est toujours réunie, enfin elle est unie dans le cadre, quoi, parce que elle est unie en fait, cette famille pauvre, pardon, je veux dire la famille pauvre, la famille pauvre est unie tout le temps dans le cadre, dans cette petite maison, parce qu'ils ont pas de place, mais surtout parce qu'ils sont unis entre eux, quoi. Alors que la famille riche, elle a des grands espaces, la maison est extrêmement grande, mais les riches, par exemple, ils sont toujours, enfin voilà, ils sont pas toujours dans le même cadre, quoi. Ils sont pas unis, en fait, cette famille riche est pas du tout unie, en fait. Bah non, et que au moment où ils vont faire du camping, ils reviennent au bout de 1 heure, et puis en fait ça se passe pas bien, quoi. Bah ça, on en reparlera, mais effectivement là il y a un truc qui se joue à ce niveau-là, quoi. Et d'ailleurs les riches, d'ailleurs ils sont toujours filmés de manière à ce qu'ils dominent le cadre, quoi. Tu vois, ils se font complètement dominer les pauvres. C'est horrible de les appeler les pauvres et les riches, mais c'est comme ça un peu qui sont dans le film, quoi, pour le coup, quoi. Ouais. Et t'as parlé de la verticalité, mais là, c'est hyper intéressant la manière dont il l'utilise. Alors, effectivement, c'est pas novateur. Voilà, les pauvres en bas, les riches en haut. Voilà, oui, c'est l'ascenseur social. Effectivement, c'est un truc qui est vu et revu, mais il le fait particulièrement bien pour montrer la différence de classe. Il avait déjà fait ça d'une manière différente, pour le coup. C'est dans Snowpiercer, où là, c'était pas de haut en bas ou de bas en haut, mais c'était de gauche à droite que les personnages se déplaçaient pour symboliser le changement de classe. Et donc plus ils avançaient de wagon en wagon, et plus on va dire ils avançaient dans l'échelle sociale, quoi, tout simplement. Et ici tout se rapporte à la verticalité, jusqu'à ce moment par exemple où les pauvres sont sous la table littéralement, et ils doivent se cacher des riches qui sont au-dessus, quoi, complètement au-dessus d'eux. Et enfin bref, il y a le mari de la gouvernante qui est dans le sous-sol, etc. Les pauvres en bas, les pauvres qui sont littéralement en dessous du sol, hein, c'est-à-dire que même dans leur rue ils sont au-dessous du sol, quoi. C'est fou, quoi. Et avec une petite touche d'ironie comme il sait bien y faire. Et je pense que voilà, qui a été pensé, les toilettes de la maison des pauvres se retrouvent surélevées. C'est le truc le plus haut, quoi, qui y a chez eux. Donc là, c'est vraiment la misère, quoi, voilà, pour vraiment la montrer, quoi, la symboliser. Alors que les riches, eux, ils sont en hauteur. Hein, leur maison, d'ailleurs, on a l'impression qu'elle est en haut d'une colline, quoi, tellement elle est haute, quoi, pour le coup, quoi. Et d'ailleurs, là où les pauvres, ils ont une vue
enfin ils ont une petite fenêtre qui est une vue sur une rue qui est très encombrée. Eux les riches ont une énorme fenêtre mais sur le ciel quoi, le ciel et la verdure quoi. Donc il y a rien au-dessus d'eux quoi. Ils sont vraiment au haut de l'échelle sociale quoi. Et d'ailleurs on a de ces plans d'ailleurs qui sont très bien faits du fils de la famille qui va rentrer le premier chez les riches, qui doit monter en fait pour atteindre les riches littéralement. Et en fait en fait à chaque plan on voit qu'il monte en fait comme s'il montait l'échelle sociale et il monte en fait chez les riches quoi. Déjà la rue il me semble aller en pente sur le coup, la rue. Ah oui complètement. Et oui après t'as des escaliers pour monter parce qu'elle surplombe tout quoi. Ouais, à chaque fois il doit monter quoi, c'est littéralement ça, monter l'échelle sociale quoi. Oui jusqu'à aller dans la chambre de la fille qui est à l'étage ouais. C'est ça. Et surtout descendre aussi, parce que là on a dit monter, mais c'est descendre, parce qu'il y a cette fameuse scène de la fin du déluge, où en fait ils pensent être sortis d'affaires, parce qu'ils ont réussi à s'échapper, et on va dire à régler plus ou moins la situation au milieu du film, et ils doivent retourner chez eux. Et là, le moment où ils retournent chez eux, c'est une des meilleures scènes du film, je pense, où il y a eu ce déluge d'eau, et évidemment... l'eau, évidemment les riches ne sont pas vraiment affectés par ça pour le coup, mais les classes pauvres qui vivent tout en bas, l'eau ça les inonde totalement. Ça fait qu'ils peuvent plus dormir chez eux et donc ils sont tous dans un gymnase quoi. Ah mais complètement quoi. Et cette scène de déluge elle montre bien la verticalité, c'est-à-dire que là il y a encore plus de plans qui les montrent descendre quoi. Ils descendent d'un autoroute, je sais pas quoi, ils descendent des escaliers plusieurs fois, quoi. Il y a beaucoup de plans en plongée, d'ailleurs, pour accentuer ça. C'est vrai. Et voilà, c'est une sorte de descente aux enfers, ce moment-là. C'est-à-dire, c'est le symbole de la chute sociale extrêmement violente qu'ils subissent, quoi. Eux qui étaient arrivés à un moment de l'infiltration et tout, à un moment où ils étaient, au palais légal des riches, parce qu'ils sont pas chez eux, mais ils vivaient comme des riches, là. Au moment où ils se sont dit, ils vont se faire un week-end où ils vont vivre comme des riches, quoi, pour le coup. Et la chute, elle est terrible, quoi, au moment où ils découvrent, leur maison malheureusement qui est sous les eaux quoi. Et c'est là où d'ailleurs les persos retournent à ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire à savoir des pauvres qui malheureusement ne peuvent subsister que de miettes et etc quoi. Et les quartiers riches eux ne sont pas du tout affectés quoi. Mais c'est marrant parce que l'eau, on a l'impression que l'eau fait que descendre aussi, tu vois, c'est-à-dire que comme c'est une espèce de je sais pas de ville ou je sais pas où ils sont mais qui est construite en pente, t'as toute l'eau au moment où ils descendent les escaliers et tout qui descend avec eux quoi. On a l'impression un peu que c'est un peu les déchets des riches qui se déversent entre guillemets vers les pauvres quoi. Et c'est un peu ça, c'est très symbolique, tu vois, pour le coup hein. Mais tu vois, j'ai l'impression que sur les riches, ils les montrent pas non plus comme tu disais tout à l'heure comme des gens manichéens non plus bon, ils sont quand même méchants sur certains trucs, je pense à quand ils parlent de l'odeur là sur le coup des pauvres quoi en gros, mais il y a quand même en fait, j'ai plus l'impression qu'il y a une critique du système dans le sens où t'as des pauvres qui dépendent des riches en fait sur le coup parce que ils sont obligés quoi. Mais complètement, qui sont les vrais parasites? C'est ça. Mais effectivement, il y a toujours cette critique sociale, mais comme tu l'as dit, c'est pas manichéen. C'est-à-dire que aucun n'est montré vraiment tout beau ou tout méchant. C'est-à-dire que les riches sont, en fait, déjà, ils sont hyper charmants, quoi, ces riches. C'est-à-dire qu'ils sont pas caricatural méchants, vénères avec les pauvres. C'est-à-dire qu'ils sont même presque séduisants, quoi, c'est ceux-là, quoi. Et ce qui est important, c'est qu'ils pensent toujours bien faire et être juste. Ils pensent vraiment, tu vois, qu'ils sont pas méchants pour être méchants. Tous les actes de méchanceté que nous on perçoit comme tels, eux ne pensent pas qu'ils sont méprisants, vraiment. Tu vois, je pense vraiment qu'ils pensent vraiment être des gentils, quoi. Et d'ailleurs même ils en parlent, les personnages, la famille pauvre en discute. À un moment ils disent oui ils sont gentils mais ils sont gentils parce qu'ils sont riches. Parce qu'ils ont des frics, ouais oui. Ouais, parce qu'ils peuvent se le permettre en fait. Et c'est aussi pour ça que aussi je crois que c'est le père qui parle de leur naïveté aussi, dit en gros ils sont gentils et ils sont naïfs et donc du coup ils se méfient pas du tout des arnaques qu'ils peuvent avoir parce qu'ils sont riches, parce qu'ils peuvent se le permettre en fait. La famille pauvre elle peut pas se permettre d'être naïf, elle peut pas se permettre d'avoir ce truc là, donc c'est de faire arnaquer et après t'as plus de thunes sur le coup. Eux ils ont tellement de thunes qu'en fait s'ils en perdent un peu c'est pas grave quoi. Mais voilà, ils ont même pas à être inquiétés par ce genre de choses. Enfin, ils ont littéralement un mec qui vit dans leur cave, je veux dire qui vit dans leur cave et qui se nourrit à chaque fois d'eux, mais ils le remarquent pas parce qu'ils sont ils vivent dans l'opulence de toute façon. Ils remarquent pas les pauvres quoi. Et c'est marrant parce que tu parlais ils critiquent pas les riches, mais je pense qu'en fait c'est une critique plus, t'as raison, du système plus que d'un système capitaliste plus que des gens en fait. C'est ça. Ouais. Mais c'est marrant parce que tous les actes de mépris des riches, je trouve, sont hyper bien retranscrits et marchent hyper bien. C'est-à-dire que sous leurs allures, en fait, de riches, gentils et tout ça, leur mépris de classe, il ressort à des moments, en fait, à des petits moments, par des petites phrases. Ça, c'est pas du mépris, ils vont pas dire ça le pauvre, tu vois. Les riches, parce que ça serait caricatural, tu vois. Et voilà. Ouais, là, c'est des petites phrases de mépris. Tu sais, juste, qui sont disséminées. Tu vois, par exemple, le père qui dit souvent, il faut pas franchir la ligne. Moi, cette phrase, à chaque fois, je l'entends, c'est un peu un synonyme de,
faut rester à sa place quand même, place, tu vois. Un petit peu, tu vois, tu tapes le chien sur la tête, tu vois, genre, faut quand même, tu vois, qu'il reste à sa place, quoi. Et même sous des airs amicales et gentils, il tient à rappeler que c'est quand même l'employeur, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que faut boss, pas quoi. Quand même que voilà, quoi, il peut pas être, on n'est pas amis non plus, quoi. Il y a le riche et toi t'es le pauvre. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, quoi. Mais tout ça, il le dit, enfin, il l'exprime et tout ça, mais il pense pas être méprisant, tu vois. C'est-à-dire que leur mépris s'affiche toujours par déconnexion, pas par méchanceté, tu vois. Oui, parce que pour eux, c'est normal par rapport à leur classe sociale où ils ont grandi, quoi. Et c'est ça qui me rend les actes de mépris extrêmement violents et peut-être plus violents que si quelqu'un était juste méchant caricaturalement. C'est qu'en fait, ça contraste avec l'aspect gentil, en fait, avec laquelle ils sont parfois formulés ou juste l'aspect gentil, en fait, de ces riches-là, quoi. C'est-à-dire que ils sont méprisants inconsciemment, quoi. Même le fils, tu vois. C'est-à-dire, il y a ce truc, il a un délire, le fils, qui limite les Indiens, tu vois. Oui. Il imite les Indiens d'Amérique et il veut vivre comme les pauvres, c'est-à-dire avec sa tente dans l'eau, tu vois. Mais c'est des trucs inconscients, tu vois, de jeux d'enfants, mais ça dit beaucoup, tu vois. Ou par exemple, les riches qui, la scène que je parlais tout à l'heure où les pauvres se retrouvent sous le canapé, enfin sous la table et ils doivent attendre que les riches dorment pour pouvoir s'enfuir. Il y a une scène sexuelle entre les deux, le père et la mère riche, en fait, tout simplement. Et ils ont un jeu de rôle qui est extrêmement spécial, c'est-à-dire qu'ils utilisent la culotte qu'ils ont retrouvée dans la voiture et ils parlent de vendre de la drogue, etc. Donc il y a un jeu de roleplay de jouer un peu aux pauvres, tu vois, un peu. Donc même inconsciemment ils ont un peu ce mépris de classe, tu vois, qui ressort. Je trouve que c'est plutôt bien fait, quoi. Bon, c'est de la symbolique encore une fois, mais je trouve que c'est plutôt fin, quoi, la manière dont il l'amène, quoi. Ouais, c'est plutôt vrai. Après, le truc de l'odeur, ça revient quand même plusieurs fois, c'est peut-être un peu bourrin, je sais pas, mais je suis d'accord, mais je trouve que c'est tellement une bonne idée, en fait. Oui, oui, bien sûr. Mais moi, ça me fait penser c'est un truc qui arrive en France avec Chirac, hein, sur le coup, le bruit, l'odeur, ouais, le bruit, l'odeur, voilà. Vous tapez le bruit, l'odeur sur YouTube, vous voyez en gros, ils disaient les pauvres ils puent, quoi, hein, dans l'idée, ils font du bruit. Là, c'est clairement ça, quoi. Ah oui, mais c'est une belle idée parce que, en fait, parce que pourquoi l'odeur, en fait? Parce que c'est pour plusieurs choses, en fait. Bah, déjà, moi, enfin, les scènes où vraiment le mec, enfin, il y a plusieurs scènes de mépris, mais les scènes de mépris liées à l'odeur, j'avoue que ça me met en rogne. Tu sais, limite, je suis vraiment pas content, tu vois, devant mon écran, parce que c'est vraiment le mépris, mais intérieur du gars, quoi, tu vois, ça rend fou, quoi. Mais en fait, c'est leur simple présence, ça les dérange, quoi, un peu, en fait, assez riches, tu vois. Juste qu'ils existent, que les pauvres existent, ça les dérange un peu, quoi. Mais le pire, c'est qu'il y en a une, la femme riche, sur le coup, dans la voiture, elle a les pieds sur le siège, alors ses pieds doivent puer aussi, je me dis. Puis elle dit, oh là là, qu'est-ce que ça pue, et tout. Ok, c'est bizarre, un peu. Enfin, c'est pas bizarre. Sur le coup, oui, c'est l'odeur des pauvres, je sais pas. Bah, c'est le mépris, des pas quartiers, oui, c'est le mépris, ouais. Mais c'est aussi symbole, l'odeur, de quelque chose qui est assez fort, c'est que son odeur, on peut pas vraiment la changer, en fait. Bah, c'est-à-dire ton odeur corporelle, et c'est un peu leur statut social, en fait. Leur statut social, ils ne peuvent pas la changer, tout comme leur odeur naturelle, ils peuvent pas la changer. Parce qu'en fait, alors à un moment, ils parlent de changer leur lessive, de mettre du parfum et tout, là. Mais non, parce qu'en fait, ça va rien changer, ils peuvent changer leur lessive, c'est l'endroit où ils vivent, en fait. L'endroit où ils vivent qui crée cette odeur-là. Et donc, en fait, vu qu'ils sont pauvres, et ils ne peuvent pas changer leur odeur. C'est très intelligent, en fait, au final. Tu te dis, en fait, l'odeur, c'est leur marque de leur statut social, en fait. Et c'est peu importe ce que son Congo fait, qui peut être gentil ou quoi, il ne sera jamais accepté faire cette famille pauvre parce que son statut social ne peut pas changer, en fait. Non, parce qu'en plus, ils s'habillent bien et tout, enfin, ils font quand même des efforts pour aller travailler pour eux, quoi. Oui, mais malgré d'ailleurs toute la bonne attitude qu'il a, hein, et le père est vraiment dit à un moment, quand il est sous la table, et c'est là qu'il y a un bouillonnement chez le personnage de Song Kang-ho, donc le père de la famille pauvre, qui va commencer, qui va vraiment s'amorcer jusqu'à le final tragique. Bah, c'est le moment où il parle de l'odeur, c'est-à-dire que il dit vraiment, il est super, tu vois. Il est super, ce chauffeur, il est vraiment génial, mais, il dit vraiment, il a une odeur que je supporte pas, quoi. Et il dit même une phrase hyper importante, il dit, ça soit un peu comme les gens dans le métro. Tu sais, cette phrase horrible, tu vois. Et tu te dis, aïe. Là, c'est du mépris pur, quoi. Mais encore une fois, de déconnexion, quoi. Tu vois, quand il le dit de manière tellement... Oui, il pense pas dire mal. Oui, c'est ça, tu vois. Il le dit tellement d'une manière normale, mais qui note d'une déconnexion totale, en fait. C'est-à-dire que le mec, oui, ça sent comme les gens dans le métro, tu sais, comme si c'était quelque chose que tu pouvais dire normalement. Tu vois, c'est quand même fou, quoi. D'ailleurs, le fils aussi se rend compte de l'odeur de la famille. Au bout d'un moment, il les sent, il dit, putain, vous sentez tous pareil, c'est bizarre. Et bon, évidemment, les riches, ils ont même pas capté qu'il se passait quelque chose, quoi. Mais voilà, quoi. Et c'est marrant aussi, parce que là, j'y repense, c'est un truc que j'ai noté. C'est-à-dire que avant le déluge, il y a pas mal de trucs un peu de mimiques, de mépris qui sont horribles, mais en fait
c'est après le déluge que chaque mimique devient vraiment des petites phrases d'une violence qui deviennent vraiment assourdissantes, quoi. Même les petites actes, en fait, parce qu'en fait, il y a eu la tragédie qui s'est passée au milieu du film où là, les personnages, on les voit perdre tout, qui est assez triste, et là, on est vraiment plutôt triste pour les personnages et tout. Et en fait, après chaque action de la famille riche, mais vraiment chaque petite action, te rend fou, quoi. C'est-à-dire quand la mère, elle est au téléphone, la mère riche, elle est au téléphone et qu'elle fait ses courses et en gros, elle pose les articles comme si c'était rien, elle le fait porter toutes ses courses, elle met ses pieds en éventail dans la voiture, elle ouvre la fenêtre parce que ça pue, enfin, tous les petits trucs comme ça, où littéralement le père qui demande à Song Kang-ho du coup de s'habiller en indien et de faire enfin voilà, de jouer la comédie, quoi, littéralement. Avec sa petite phrase, vous êtes payé aujourd'hui, c'est comme si ça justifiait quelque chose, quoi, tu vois. Et vraiment, enfin, t'as le fait qu'ils se tuent à la tâche, tu vois, les pauvres encore, alors que eux, les riches, ils sont pépères, tu sais, là, ça commence à rendre. Oui, il faut rien aussi, oui, bah il y a ça aussi, ouais. Et puis la mère qui est au téléphone aussi, c'est vraiment fou, qui est au téléphone et qui marque de la déconnexion, c'est que Song Kang-ho vient de tout perdre à cause du déluge qu'il y a eu d'eau, et elle est au téléphone, et elle dit qu'elle est contente, en fait, parce qu'elle voulait pas partir en camping, elle est contente qu'il ait plu parce qu'elle a pu annuler son camping, quoi. Et puis, elle peut faire la fête à la maison, tu vois. Mais en fait, quand tu réfléchis, elle fait rien du tout à la maison sur le coup parce qu'elle a la gouvernante et tout. Elle sait pas faire la cuisine, elle sait pas faire le ménage, elle sait rien faire en fait. Ah bah c'est là où que la question qui est le vrai parasite se pose, parce que effectivement la famille pauvre, c'est la première lecture, c'est eux les parasites, c'est-à-dire que c'est une famille caractérisée comme des parasites, c'est-à-dire c'est des baratineurs, des profiteurs complètement. Dès le début, je crois que c'est la fille qui cherche le wifi de la voisine ou du voisin, quoi, pour pouvoir le gratter, quoi. Ils baratinent la meuf qui leur vend les boîtes à pizza, ou enfin qui va acheter leur boîte à pizza pour voilà, ils se nourrissent littéralement de miettes, quoi, et tout, etc. Donc il y a un peu ce côté parasite là, mais au final la famille riche, ils ne peuvent rien faire sans la force de travail des pauvres, en fait. La cuisine, le ménage, conduire, faire les courses, ils ne savent rien faire, en fait, dans cette maison. La mère, le père dit au moment, elle sait pas cuisiner du tout. Il lui dit, elle sait pas cuisiner du tout, la mère, elle ne fait rien, la mère de ses journées, littéralement. Elle cuisiner du tout, elle sait pas s'occuper de son fils, Ah, mais complètement, elle ne fait rien du tout, quoi. Juste, elle profite de sa vie. Mais, en fait, du coup, elle aussi, c'est un peu ce sont aussi des parasites, en fait, les riches, quelque part, quoi. Et donc, c'est pour ça que le titre est plutôt bien trouvé. Je crois qu'il s'est même battu pour avoir ce titre-là. Ah ouais? Ouais, je crois que c'était pas forcément prévu pour être ce titre-là partout, mais c'est vraiment battu, et je trouve que effectivement ça fait sens, quoi. Oui, parce qu'en fait il y a un changement de, au début tu te dis c'est les pauvres, et au final c'est plutôt les riches, parce qu'en fait ils foutent rien, et en fait ils pourraient pas vivre sans les pauvres, en fait, tout simplement, sur le coup. Et d'ailleurs il y a aussi peut-être une aliénation aussi qui est un peu traitée dans le film, de certains personnages. Je pense évidemment personnage du mari de l'ancienne gouvernante qui est dans le sous-sol, qui est dans le sous-sol, qui est mais complètement, qui a un rapport presque divin pour le mari. Si j'ai bien compris, il lui allume ses lumières sur le coup. Ah oui, complètement. Et il lui laisse des messages en morse comme s'il allait pouvoir le décoder, en le remerciant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un rapport divin pour son employeur, quoi, littéralement, quoi. Il a vraiment embrassé cet état d'esprit complètement soumis au capital, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, Song Kang-ho, du coup le père de la famille pauvre, prend la défense à certains moments de la famille riche au début, enfin pendant la première moitié du film. C'est-à-dire, il y a ce moment où ils se retrouvent tous en bas, et ils se font faire chanter par l'ancienne gouvernante et tout, qui ont la vidéo de eux tous dans le sous-sol, hein, et il dit quand même, non mais ils sont gentils, on va pas leur faire subir ça à cette famille riche avec tout ce qu'ils nous donnent. Tu sais, il y a un peu ce rapport aussi enfin c'est marrant parce qu'il y a pas mal de parallèles entre Song Kang-ho et le personnage qui est au sous-sol, le mari de la gouvernante, et au final c'est marrant de voir le sort de Song Kang-ho à la fin du film, puisqu'il finit littéralement comme lui, quoi, comme ce personnage-là, quoi. Mais comme tu l'as dit, c'est pas manichéen, c'est-à-dire que la famille pauvre, elle aussi, qui est pas du tout présentée comme des gens bien, hein, c'est comme des baratineurs et tout, mais elle fait aussi preuve de mépris, elle aussi. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que envers la gouvernante et son mari, quand ils se retrouvent dans le sous-sol et que la mère de la famille pauvre les voit, elle se sent supérieure à eux. Parce qu'ils ont un statut un peu moins pauvre, et à ce moment-là, ils ont mépris, ils sont en mode, on va appeler la police, on va vous dénoncer, alors que ils sont pareils, en fait, techniquement, les deux, ces deux familles. Dans l'idée, c'est toujours une critique du système, hein, je pense, dans l'idée, c'est les pauvres qui s'attaquent entre eux. Voilà, les pauvres qui s'attaquent entre eux, voilà, où tu sais, dans la vraie vie, les gens qui attaquent les gens de classe moyenne, on va dire, qui critiquent ceux qui gagnent les APL ou ce genre de choses, ou la CAF, etc. Alors qu'en fait le problème, c'est les milliardaires, quoi. Donc il y a vraiment ce truc là, quoi. C'est ça, en fait, ils se sentent supérieurs à eux
dès qu'ils ont atteint un statut social un peu plus important, enfin qu'ils pensent être plus important pour le coup, alors qu'en final ils sont pareils, mais en fait c'est le système en lui-même qui provoque ça en fait, qui provoque ce mépris de classe. C'est le principe de la pyramide sociale en gros quoi. Alors que ça pourrait être à leur place, et bah littéralement Song Kang-ho va prendre la place du mari de l'ancienne gouvernante dans le sous-sol à la fin du film. Et sur le coup, c'est un rêve à la fin, sur le coup, ce que pense sur le coup le fils. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est vrai qu'il aurait racheté la maison, etc.? C'est une fin ouverte, je pense. Même si moi j'ai ma petite théorie, parce qu'il y a tout un rapport avec un plan dans le film. C'est-à-dire que le père de famille dit toujours il faut avoir un plan au début de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il dit il faut avoir un plan. Mais moi j'y vois un peu les classes pauvres qui se rassurent. C'est-à-dire qu'il y a toujours un espoir. C'est un peu c'est une illusion d'espoir d'avoir un plan, de pouvoir s'en sortir, tu vois, pour cette famille pauvre, tu vois. Et d'ailleurs au milieu du film, c'est marrant parce que le Song Kang-ho dit, en fait, au bout d'un moment, il est au fond du trou, il vient de perdre toute sa vie, en fait, sa maison et tout. Il dit, en fait, le meilleur plan, c'est de pas avoir de plan parce que comme ça, ça peut pas échouer, en fait, tu peux pas être déçu, en fait. Et j'y vois là peut-être une manière de dire qu'en fait il faut peut-être pas se créer d'illusions non plus quoi quand on est pauvre. Et c'est très fataliste hein, mais de toute façon tous les films de Bong Joon-ho un côté fataliste, ouais. Ont un côté un peu désespéré à la fin quoi. Même Okja, là je l'ai revu, je vais pas spoiler Okja, mais il y a quand même les dernières 20 minutes c'est quand même assez triste quoi ce qui se passe quoi. C'est avec l'usine si je me souviens bien. C'est ça, c'est avec l'usine, même s'il y a une happy ending entre gros guillemets. Après, je veux dire, il se finit quand même sur un truc un peu désespéré, quoi, pour le coup. Mais je vais pas spoiler au-delà. Mais effectivement, le fils a un plan à long terme pour sauver son père, mais le film se finit pas sur ce plan-là. C'est-à-dire c'est pour ça. Il se finit sur le personnage principal qui écrit cette lettre en espérant que ça arrive. Bah, c'est ça. Et il finit avec un regard caméra. Ça rappelle beaucoup Memories of Murder, hein, qui finit aussi avec un regard caméra à la fin du film, où en fait il a les larmes aux yeux, en fait. Et moi, je comprends ce plan comme ça n'arrivera pas, en fait. C'est un plan... moi, je me suis dit pareil. Parce qu'en fait, c'est le même plan que le début du film. C'est-à-dire le plan final, le même mouvement, en fait, de bas, de haut en bas, d'ailleurs, hein, encore une fois, de verticalité, de haut en bas, avec la petite fenêtre, là, le petit brin de lumière. Bah, c'est le plan miroir du premier plan. Et pour moi, ça veut dire que comme si rien n'avait changé pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont débarqué du film en tant que pauvres, ils ont fini en tant que pauvres, et malheureusement, il est peut-être condamné à rester dans cette situation, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui lui reste, c'est un espoir, mais moi, je pense que c'est un espoir illusoire. Après, c'est une fin ouverte, hein, voilà, mais moi, ce dernier plan, c'est ça qui m'évoque, pour le coup, quoi. Et en gros, ce que ça dit, c'est que ta vie sera définie par ta classe sociale. Bah, dans ce système-là, bon, voilà, c'est très fataliste, et voilà, ça paraît très désespéré. Après, ce n'est qu'une interprétation, hein, voilà. Oui. Je ne dis pas que c'est ça, hein, voilà, mais pour le coup, c'est ça que ça m'évoque, quoi. Énormément de symbolique dans le film. Voilà, peut-être pour parler de ça. Il y a cette pierre, par exemple, cette pierre que lui apporte son meilleur pote, qui va avoir pas mal de sens dans le film, qui est censé apporter la prospérité à la famille. Et en fait, c'est marrant, c'est un symbole d'émancipation pour le film. Le fils, il y a peut-être une ironie un peu dramatique qui est peut-être un symbolisme un peu trop appuyé dans le film, j'avoue, le symbole de la pierre, là, pour le coup. Voilà, pour dire peut-être un truc un peu négatif, voilà, parce que j'ai fait que dire du truc positif, mais voilà, c'est peut-être un peu appuyé, mais effectivement, ce symbole d'émancipation et de prospérité de la famille est ce qui va un peu malheureusement se retourner un peu contre le fils, quoi, pour le coup. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il y a plein d'éléments qui semblent anodins en fait au début, qui prennent un sens à la fin qui est super, quoi. Et il y a beaucoup de setup payoff, qu'on appelle setup payoff fusil de Chekhov, c'est des éléments introduits dans la narration au début et qui vont resservir à la fin. Et des foreshadowing, enfin voilà, il y a plusieurs termes. Et Bong Joon-ho, je trouve qu'il y a une manière hyper intelligente de les faire, c'est-à-dire qu'il fait des setup payoff, mais qu'on n'aperçoit pas comme tel en fait quand ils sont introduits, tu vois. Oui, c'est pas obvious, c'est pas vraiment que tu dis ouais, il y en a certains qui sont obvious, mais il y en a certains qui couvrent d'autres setup payoff qui sont, et en fait le revisionnage de Parasite est hyper agréable en fait, parce qu'il y a tout plein de trucs que tu vois et que tu dis putain c'était ça, ok, enfin tu vois, ça fait rebond sur beaucoup de choses qui arrivent à la fin du film. Par exemple, le fils au début fait des dessins, il fait des dessins d'un homme singe un peu bizarre, tu vois. Il y a une blague où il dit c'est un autoportrait. Voilà. Mais en fait il dessine l'homme du sous-sol en fait, par lequel il a été traumatisé, tu vois. Et en fait c'est des trucs que tu découvres plus tard, quoi. Même des phrases, oui, tu vois, il y a plein de trucs comme ça que tu réfléchis pas du tout au début, mais en fait parce qu'il dit que c'est un fantôme, mais oui, ok, bah oui. Et c'est ça, tu vois, littéralement un fantôme, tu vois. Ça aussi c'est très symbolique, mais pour la famille riche, le pauvre est un fantôme. Enfin bref, tout est dit, quoi. Et même d'ailleurs le fait que la maison ait été créée par un architecte pendant la guerre, et du coup
la gouvernante a travaillé pour, enfin, et là depuis le début en fait de cette maison. Du coup elle connaît tous les fondements de cette maison. Du coup c'est pour ça qu'elle connaît le sous-sol. Donc enfin tu sais, il y a des trucs au début qui sont introduits comme ça, qui sont que tu vois pas venir. Ou les petites phrases, tu vois, le père de famille, ça j'avais noté, le père de la famille riche qui dit la gouvernante elle est incroyable, mais par contre elle mange pour deux. Bah oui, elle mange pour deux puisqu'elle mange pour son mari. Parce qu'elle mange vraiment pour deux, quoi. Oui, bah oui. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Ouais. Même le déluge, et il y a un foreshadowing sur le déluge qui est assez symbolique encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui arrive et qui va pisser dans la rue où se trouvent les pauvres. C'est-à-dire, ils pissent à côté. Et les pauvres en peuvent plus. Et au bout d'un moment, au début, plutôt vers le début du film, le fils et le père prennent des seaux d'eau et l'aspergent. Ah oui, ça c'est plus tard. Oui. Ils disent même le déluge à ce moment-là. Ouais. Voilà, et même le fait qu'ils se font un peu pisser dessus, entre gros guillemets, hein. Il y a tout ce rapport à l'odeur, encore une fois, qui réapparaît à ce moment-là, qui apparaît au début sans qu'on le pense. Et voilà, et même très symbolique, le déluge aussi, quoi. C'est-à-dire que le déluge en lui-même, c'est cette pluie qu'on voit au moment où ils ont infiltré la maison et ils vivent comme des riches, qui sert de setup payoff pour que la famille riche rentre, et du coup qui crée ce moment de tension. Mais en fait c'est pas le seul setup payoff que ça crée, parce que le déluge ça permet que la famille riche rentre et que ça crée de la tension, et voilà. Mais en fait c'est aussi parce que ils vont se faire inonder à la fin, quoi. Donc en fait t'as toujours quelque chose qui cache quelque chose d'autre. Enfin, c'est hyper bien construit en fait, quoi. Ouais, c'est assez fort, hein. Sur le coup c'est vrai que c'est assez fort, et qu'il a bien foutu, c'est bien écrit en fait, hein. C'est un film très bien écrit, il y a plein de subtilités partout, quoi. C'est vraiment bien fait, quoi. Et vraiment je trouve que c'est vraiment, quand je dis film somme, c'est vraiment que il a réussi à mettre tous qui fait son cinéma, quoi, et de le caler dans un seul film, quoi, pour le coup, quoi. Peut-être finir avec les performances d'acteurs, peut-être quand même. Song Kang-ho, bon voilà, moi je le trouve, enfin à chaque fois il est super. Song Kang-ho, voilà, il était dans Memories of Murder, hein, il était un des flics, il me semble. Oui, c'est lui le flic de la campagne, et il est, enfin voilà, à chaque fois il est super en fait. Et même j'aime bien l'évolution du personnage au milieu du film où il y a beaucoup de plans. Enfin, il aime bien faire des gros plans aussi, Bong Joon-ho, mais le gros plan sur sa tête quand il se retrouve en dessous de la table, et on le voit bouillonner intérieurement en fait au fur et à mesure du film, avec la remarque de l'odeur par exemple, tu vois. Et c'est là que ça démarre son bouillonnement, qui va amorcer malheureusement le meurtre du père de la famille riche, où il va le tuer à la fin, où on a l'impression qu'il switch d'un coup, mais c'est quelque chose qui est travaillé, tu sais, pendant une heure dans le film, de trucs qui le bouillonnent, de ses remarques vis-à-vis de l'odeur et tout, et le moment où ah oui, non, moi ça m'a pas paru, moi je comprends, ouais, parce que non, je veux dire, c'est bien construit, mais voilà. Pour la famille riche, c'est un truc qu'ils pourront pas comprendre, le switch d'un oui, coup. Donc, alors que nous, on le voit, tu vois, sur sa tête qui bouillonne et tout, et le moment où père de la famille riche préfère sauver juste son fils qui est tombé dans les pommes, plutôt que sa fille qui est en train de mourir, en fait, tout simplement dans ses bras, bah, il pète un câble, quoi, complètement, quoi. Après, la mère de la famille riche est super. Le père de la famille riche qui est malheureusement décédé, l'année dernière, je crois qu'il s'est malheureusement, voilà, il a ôté sa vie. Bah, je sais pas si tu te souviens, ça avait fait parler. Ah, je savais pas du tout. D'accord. Okay. Voilà, il joue très très bien aussi. Enfin, tout le monde joue très bien. Il y a aussi la fille de cette famille pauvre qui est super aussi, je trouve. La fille de la famille pauvre qui est hyper drôle dans sa désinvolture. Tu vois, elle est hyper forte. En fait, pour falsifier des papiers et tout, en fait, et même l'actrice, elle est superbe, elle arrive trop bien à faire la bobo d'art, qui est complètement fermée sur elle. Enfin, je la trouve vraiment super, quoi. Et on sent qu'elle arrive à se métamorphoser, à se faire obéir, tu vois, quand elle parle aux jeunes, quoi. Non, vraiment, je la trouve super. Enfin, je la trouve super. Comme l'arnaque, mais parce que tu peux avoir des dessins, mais après je me suis rappelé aussi, tu sais, quand elle dit il y a du noir en bas, là, ça veut dire que c'est un truc, t'as fait une analyse du dessin alors qu'il y a rien, c'est trop moche le dessin, tu sais. Mais je crois que c'est le père ou la mère qui dit, s'il y avait un diplôme pour les faussaires, tu serais diplômé depuis bien longtemps. Oui, enfin, elle a dit un truc comme ça parce qu'elle est trop forte en arnaque, et ouais, c'est vrai que ça se ressent, quoi, dans le personnage. Je trouve ça très très drôle. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Parasite? Le perso de la mère riche qui est très drôle aussi, hein. Ah oui, bah, dans sa naïveté, elle est superbe et tout. Moi, je la trouve super aussi, ouais. Bon. Et ben, on se retrouve bientôt pour Mickey 17, Ista. Ouais. Est-ce que tu penses que ce sera aussi bien? Bon, là, il retrouve la SF. Là, pour le coup. Bah, comme Snowpiercer, sur le coup. Avec plein de Robert Pattinson, apparemment. Okja était pas aussi dans un univers un peu SF? Bah, oui, un peu. Techniquement, parce que c'était des ports modifiés, mais même, il y a un côté, bon, c'est un côté cartoonesque, mais il y a un côté spécial dans l'univers. On savait pas trop où s'y situer, quoi. Oui, mais c'est un film de SF, oui, pour le coup, je pense. Ouais, il me semble.
Après là on est dans l'espace, enfin voilà, là c'est vraiment SF gros budget quoi. Mais ça colle bien au style, hein, pour raconter ce qu'il veut raconter, ça marche bien. Je pense qu'on aura une critique de ça, du capitalisme sûrement, et voilà. Après, je vais essayer de redescendre mes ardeurs parce que Parasite est un film que j'aime énormément. Du coup, je me dis, faut pas que j'aille dans l'esprit de me dire, putain, je vais me retaper un Parasite. Ça se trouve, ce sera moins bien que Parasite, et tu sais, j'ai pas envie d'être déçu, tu vois, aussi, tu vois. Donc, je vais être en mode tranquille. Peut-être ce sera pas aussi bien. Voilà, je vais juste le voir un film de Bong Joon-ho et j'espère juste kiffer, tu vois. Je veux pas me mettre la barre direct. Est-ce que ça va être niveau Parasite ou Memories of Murder, parce que voilà. Sinon, c'est cool de voir Pattinson travailler avec Bong Joon-ho aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup Pattinson, donc voilà. Pareil. Et oui, depuis Harry Potter 4, moi. Et oui, il a fait Harry Potter 4. Les gens se souviennent pas, mais il a fait Harry Potter 4. Si, je me souviens. Bon, voilà, on en a fini. On a fait une petite heure dessus, quand même. C'est pas trop mal. N'hésitez pas. On se retrouve très bientôt pour parler de Mickey 17, mais aussi de parler des news de la semaine, comme chaque semaine. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles selon votre plateforme d'écoute. Voilà, c'est super sympa pour le référencement. Et n'hésitez pas, on est disponible partout. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Acast. Voilà, on est partout. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur TikTok, sur Instagram, sur X, Twitter, Blue Sky. Enfin voilà, on est partout et on se retrouve très bientôt, Ista. Exactement, à bientôt. Allez, ciao.